Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit récemment 2 romans publiés aux éditions Glyph. L'un consacré à l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Autriche, et l'autre à Mademoiselle Rachel, la grande tragédienne française du XIXe siècle, qui vécut avant Sarah Bernhardt. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous vous êtes intéressé à ces 2 personnages ? Eh bien, c'est le romantisme de ces 2 personnages qui m'a plu. Ils sont fins, sensibles, émouvants. Ce sont aussi 2 étoiles filantes, disparues prématurément, victimes de la phtisie, c'est-à-dire de la tuberculose. Rachel, disparue à 36 ans, et l'Aiglon, très jeune, à 21 ans. Rachel a été une tragédienne exceptionnelle, dont le succès et l'aura, le rayonnement, ont été au moins égaux à ceux de Sarah Bernhardt un peu plus tard. Elle a interprété tout le répertoire de Racine et de Corneille, a totalement renouvelé la façon de jouer par sa présence sur scène, habitée par ses personnages. De plus, pour la première fois, une comédienne se rendit en tournée en Amérique, puis même jusqu'à Cuba. Et nous étions dans les années 1850. Elle est morte en 1858, et lors de ses obsèques au Père-Lachaise, près de 100 000 personnes étaient présentes, parmi lesquelles Théophile Gautier, Mérimée, Alfred de Vigny, Sainte-Beuve et bien d'autres encore. C'était une femme fascinante. Quant au duc de Reichstadt, l'Aiglon, mort en 1832, il eut un destin particulièrement pathétique et tragique. Après la défaite de Napoléon Ier en 1815, il fut emmené à Vienne, chez son grand-père maternel, l'empereur d'Autriche. Sa mère, Marie-Louise d'Autriche, à qui l'on avait donné le duché de Parme par les accords du traité de Paris, partit vivre en Italie. C'est un enfant, puis un jeune homme, qui va alors être élevé à la cour d'Autriche, à Vienne, et qui va être très seul, ne s'exprimant plus qu'en allemand, car on l'a coupé de sa culture française. Et sa vie fut ensuite donc très courte, sans gloire, mais j'ai d'emblée éprouvé une grande empathie pour cet être qui a tant souffert. De Rachel et de l'Aiglon, qui admirez-vous le plus ? Avez-vous une attirance particulière ou une préférence pour l'un ou l'autre ? J'aime les 2 personnages, que ce soit Rachel ou l'Aiglon, car ils ont eu des existences et des destinées si particulières, si fortes. Toutefois, en tant que professeur de lettres, Rachel me passionne, car je retrouve en elle le génie de ces grands dramaturges que furent Corneille et Racine, la beauté de l'alexandrin classique, l'intensité des passions et la profonde humanité, l'analyse psychologique qui imprègne chacune de leurs œuvres. Pour rentrer dans l'atmosphère de vos livres, pouvez-vous nous lire 2 courts extraits, s'il vous plaît ? Bien volontiers. On va commencer par Rachel. Donc des extraits très courts, bien sûr. On ne va pas lire tout le roman. Hein. On est là tout l'après-midi. À son retour de Russie, Rachel s'était reposée quelques semaines, puis elle désira se rendre au bagne de Brest. Et là, découvrir la misère humaine, un monde sans amour, livré à la haine et à la cruauté, tel un venin.
la vie sans phare, débarrassée des trémolos, Camille tuée par son propre frère, Hermione et Phèdre happés par la mort et la folie, la hideuse beauté des tragédies. Cette anecdote bien réelle révèle parfaitement combien Rachel était animée par une force intérieure exceptionnelle. Alors l'Aiglon, maintenant. L'Aiglon, trompé par mes sens, je crus voir un soir au crépuscule un homme en blanc dont le cheval caracolait à l'horizon. Son image s'animait et dans un flux de lumière, il s'élançait, l'épée à la main, bravant le feu. Sa voix dans les airs se mêlait au vent, au souffle des nuages. Cette vision qu'a l'Aiglon de l'empereur, son père, cette hallucination, montre bien à quel point il a pu être hanté par l'image de son père. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait. Ces deux romans sont rédigés à la première personne. Pourquoi ce choix du je? Pour deux raisons. Tout d'abord, cela permet à l'écrivain de se fondre dans son personnage, de ne faire plus qu'un avec lui. L'emploi de la première personne, le je, n'est plus alors un simple procédé narratif, mais une façon de vivre en osmose avec son héros, et son héroïne. Ensuite, par voie de conséquence, le lecteur, s'il entre dans le récit, peut plus facilement s'identifier au personnage. N'avez-vous pas eu trop de difficultés à vous identifier à une femme pour écrire Mademoiselle Rachel? Je lisais hier une interview de la romancière américaine Siri Hustvedt qui déclarait « On a toujours méprisé l'univers des émotions, trop féminin sans doute. Eh bien, je suis persuadé que l'homme comme la femme peuvent éprouver les mêmes émotions, posséder une sensibilité commune. C'est l'éducation, les codes sociaux qui nous différencient. Lorsqu'on lit les poèmes romantiques de Marceline Desbordes-Valmore et ceux de Lamartine, c'est la même sensibilité qui s'exprime, avec le même vocabulaire souvent. Donc non, je n'ai pas ressenti comme un obstacle le fait de m'identifier à une femme, à Mademoiselle Rachel. Une jolie femme en plus. Qu'à voir la couverture du livre, une belle brune avec une chevelure jet, des yeux noirs. Oui, donc une belle femme. Très belle femme, et je dois dire qu'à certains moments, je me suis demandé si je n'étais pas tombé amoureux d'elle. Ah. Enfin ça, c'est une autre histoire. Il s'agit de deux romans et non de biographie. Alors, quelle est la part de la fiction dans vos deux livres et quel est son apport? J'ai respecté et repris les principaux aspects des vies de Rachel et de l'Aiglon. L'apport du roman permet, lui, de combler des vides. Exemple, chez Rachel, pour son passage au bagne de Brest, que l'on a évoqué précédemment lorsque j'ai lu l'extrait, eh bien, il y a très peu d'éléments. J'avais juste trouvé une courte lettre à la Bibliothèque nationale de France où elle évoquait en 5 ou 6 lignes son désir de se rendre au bagne et rien d'autre. Alors, connaissant la psychologie et la sensibilité de Rachel, j'ai pu imaginer ce qu'elle avait ressenti au contact des bagnards et c'est devenu un chapitre entier dans le roman. En ce qui concerne l'Aiglon, comme il est mort très jeune, à 21 ans, on ne connaît presque rien de sa vie sentimentale et amoureuse. Et on ne sait même pas s'il en a eu une. On mentionne juste une ou deux jeunes femmes qu'il a côtoyées à la cour d'Autriche, mais on ignore s'il a eu
des liens intimes avec elle. Là encore, j'ai imaginé que l'Aiglon avait vécu de grandes passions amoureuses avec certaines de ces jeunes femmes. Quelles recherches avez-vous effectuées pour ces 2 romans? Alors pour Rachel, je suis allé pendant plus d'1 an, plusieurs fois par semaine, à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, qui possède un département des arts du spectacle qui est très documenté, avec un fonds important consacré à Mademoiselle Rachel. J'ai travaillé aussi à la bibliothèque musée de la Comédie Française, au Palais Royal. Enfin, j'ai rencontré les descendants de Rachel, qui vivent à Paris et qui m'ont gentiment accueilli. J'ai également visité sa maison, la maison qu'elle possédait à Montmorency, dans le Val d'Oise. Pour l'Aiglon, je me suis documenté en lisant plusieurs biographies, dont celle très complète d'André Castello. Je suis allé en Autriche, à Vienne et au château de Schönbrunn, où l'Aiglon a souvent séjourné et où il est mort d'ailleurs. Je me suis rendu en Italie, à Parme et à Milan, sur les traces de sa mère. Dans tous ces lieux, je me suis imprégné des atmosphères et des souvenirs encore présents. On constate que Rachel et l'Aiglon sont 2 personnages ayant vécu au XIXe siècle. Ressentez-vous une attirance particulière pour cette période? En fait, j'aurais aimé vivre au XIXe siècle, car c'est une période d'un grand rayonnement culturel, artistique et littéraire, profondément marqué par le romantisme. Selon moi, c'est un siècle où l'humain existe encore. Puis est venu le XXe siècle avec ses 4 génocides, ces 2 guerres mondiales, et aujourd'hui nous sommes confrontés au fanatisme et à la barbarie. Pourquoi écrivez-vous? Avez-vous commencé jeune? J'ai commencé vers 13-14 ans en écrivant des poèmes, un petit peu comme tout le monde. Mais j'écris parce que j'accorde énormément d'importance à la qualité du style. Et j'aime ce travail sur le rythme des phrases, la recherche du mot juste. Le plus beau compliment que m'ait fait un jour mon éditeur, Éric Martini, des éditions Glyph, est d'écrire dans la marge d'une page du manuscrit de Rachel que je lui avais remis, « Merci pour ce passage ». Écrire, c'est aussi transcender le réel grâce à la poésie du texte, quand on parvient à donner vie à celle-ci. Enfin, écrire, pour moi, signifie vagabonder librement dans un monde que l'on crée. Quels sont vos projets? Eh bien, je suis en train d'écrire un 3e roman dont le personnage principal est un jeune aveugle. Et ce livre devrait paraître au printemps 2015, donc toujours aux éditions Glyph. Voilà. Merci Frédéric Tournoux d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir fait partager vos passions. Merci à vous d'avoir réalisé cette interview et de vous être intéressé à ces 2 romans. Précisons pour ceux qui nous écoutent que vous dédicacez aujourd'hui vos 2 romans jusqu'à 19h30 et que ceux qui le désirent peuvent maintenant venir vous poser des questions. Merci. Merci.